Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Vous attendez un grand hommage national pour le gendarme Arnaud Beltrame, mort en héros. C'est la moindre des choses. Et c'est la moindre des choses parce que chacun peut se dire, est-ce que j'aurais été capable de faire ça ? Mais le meilleur hommage national, c'est pas d'entendre encore pour la énième fois les tons larmoyants des autorités coupables de non-assistance à pays en danger. Et je souhaite que, à la suite de cet hommage national, on mette carte sur table et qu'on dise aux Français qu'il y a une autre politique possible et qu'on ne va pas se laisser égorger, puisque le mot n'est même pas prononcé, comme ça, éternellement. Oui, c'est-à-dire, vous voulez dire l'acte qui a été commis contre oui, le gendarme. Depuis ce matin, j'écoute, je lis, on ne sait même pas le prononcer, cet acte. Oui. Les autorités l'ont caché. Oui, nous l'avons dit sur Sud Radio. Les autorités l'ont caché, ça veut dire que c'est une société, ou plutôt des autorités politiques ou médiatiques, qui ne savent même plus nommer les choses, parce qu'on ne veut pas affoler les Français. La réalité, c'est qu'il a été égorgé, et que d'autres seront égorgés si on n'expulse pas tous ceux qui prêchent cette haine et qui la mettent en œuvre dans notre pays, et qu'il est temps d'agir. Et on sait qu'il y a des mesures précises, et j'en avais proposé au président Hollande, 25 mesures, dont la plupart n'ont pas été mises en œuvre depuis plusieurs années. Alors, quelles mesures, notamment pour les fichiers S, Nicolas Dupont-Aignan, c'est quoi ? C'est la rétention administrative, comme le réclament certains, chez les Républicains, Laurent Wauquiez, même Manuel Valls aussi, qui l'évoque. C'est une évidence. Mais il y a plusieurs choses. D'abord, l'état d'urgence, personne n'en parle. Pourquoi avoir levé l'état d'urgence ? Je m'y ai été opposé à l'époque, je n'ai pas voté cette loi, parce que c'était une loi de moins 10 ans, sécuritaire, de protection, je l'ai dit, vous retrouverez mes déclarations. Il faut rétablir l'état d'urgence, premier point. Pour se donner les moyens juridiques, car nous ne les avons pas aujourd'hui, d'abord d'expulser les étrangers fichés S, premier point. Deuxième point, de voter le rétablissement de la double peine pour les délinquants étrangers, ça fera de la place dans les prisons. Troisième point, d'interdire le retour de tous les djihadistes, de leurs enfants qui ont été combattre en Syrie. Parce que ce sont des futures bombes dans notre pays. Et puis, quatrième point, de trouver un système pour les fichiers S, à géométrie variable, bracelet électronique ou internement administratif. Si on ne fait pas ça, puisque nous n'avons pas les moyens matériel de surveiller 20 000 personnes ou 15 000 personnes. C'est la grande difficulté. Il faudrait mettre quasiment 2-3 policiers, parce que 2-3 personnes pour les surveiller en permanence. Mais parce qu'on ne traite pas la cause du phénomène. C'est tout. Et je ne parle pas de la lutte contre la petite délinquance qui dérive, puisque ces quartiers sont aux mains d'une voyoucratie qui dérive vers le salafisme. J'ajoute enfin une mesure que j'avais proposée, parce que tout ça on le propose depuis 2 ans quand même. C'est ça qui est insupportable dans ce qui se passe. C'est de fermer les mosquées salafistes. Des pays arabes l'ont fait, l'Égypte, Abu Dhabi, d'autres, la Tunisie. Et je lis dans le journal Le Monde qu'il y a 17 mosquées salafistes à Marseille. Et on laisse ces gens-là prêcher la haine dans notre pays. Là, vous attendez des mesures fortes de la part d'Emmanuel Macron. Il n'en prendra pas. Vous avez vu son discours compatissant le soir. C'est-à-dire que ce sont des gens... parce qu'on était davantage en fait dans le recueillement et l'hommage après ce qui s'est produit. C'est maintenant qu'il faut la fermeté, non ? Il faut arrêter. Le recueillement comme prétexte à l'inaction, ça fait 2 ans que ça dure. On connaît les mesures qu'il faut prendre. Je ne dis pas que ces mesures vont empêcher tout attentat. Personne ne peut le dire. En revanche, ce que je dis, c'est que si on n'expulse pas les dangereux et qu'on n'enferme pas les Français qui sont dangereux, qui sont radicalisés, si on ne ferme pas les mosquées, si on n'agit pas, eh bien nous aurons d'autres attentats réguliers. Et moi, je ne veux pas m'habituer à vivre avec ça, comme certains nous le demandent. Oui, alors quand on parle aussi du quartier Ozanam de Carcassonne, on disait que c'était un quartier où on ne pouvait quasiment pas pénétrer en fait à l'intérieur, et que ces jeunes adultes comme Radouane Latkim étaient complètement laissés en fait sans contrôle, sans véritable en fait contrôle, notamment de la part des familles, quoi. Les maires lancent un cri d'alarme. Mais c'est la réalité dans toute la France. Oui. Je vous invite dans ma circonscription demain matin. Rodéo, trafic de drogue, mais dans toute la France, vous avez des centaines de quartiers où une petite voyoucratie mène la danse. Et ces gens sont libérés éternellement par la justice, des magistrats laxistes qui appliquent des lois laxistes. La nouvelle police de proximité peut servir à quelque chose, mais non. Il y a un moment, il faut durcir le code pénal. Mais pour ça, il faut construire les places de prison. Il y a 8 jours, le président de la République a réduit le programme de construction de places de prison. Il avait prévu 15 000, il a annoncé 7 000. 7 000, c'est même pas les places nécessaires, ce ne sont même pas les places nécessaires pour permettre l'emprisonnement individuel.
La situation est catastrophique dans nos prisons. Madame Belloubet, garde des Sceaux, s'émeut du sort des djihadistes français qui sont en Irak et qui risquent la peine de mort et veut les rapatrier. Madame Belloubet met le téléphone en prison pour les délinquants et ne soutient pas le personnel pénitentiaire. Mais la situation est surréaliste, mais quand on le dit, on vous regarde de travers. On n'a même pas le droit de le dire en France. Alors, je ne dis pas encore une fois que ce sera facile. Il faut des investissements lourds, il faut des places de prison, il faut avoir le courage d'expulser les dangereux. Il faut changer de logiciel. Sinon, nous allons avoir des drames dans notre pays. Nicolas Dupont-Aignan, invité ce matin de Sud Radio. Question politique encore avec Michaël Darmon dans un instant et Christophe Bordet. Pour revenir un instant sur le président de la République, Emmanuel Macron, face à cette situation, il prône fermeté et humanité. Mais est-ce que Emmanuel Macron, vous le sentez comment? Gêné aux entournures avec cette histoire? Écoutez, il paye son choix d'avoir fait lever l'état d'urgence. Il est responsable de la levée de l'état d'urgence, il est responsable de la faiblesse vis-à-vis du communautarisme salafiste. Voilà la réalité. Donc indirectement, il est responsable de ce qui s'est passé à Trèbes. Je ne dirais pas ça parce que c'est trop facile. C'est trop facile, je ne suis pas dans ce registre. Mais en revanche, je dis que les Français maintenant, et je les appelle à ne plus céder à cette petite musique de démission et de renoncement qui a envahi notre pays depuis tant d'années. Et le président est dans la démission et le renoncement, c'est un peu ça quand même. Pour l'instant, sa politique est dans la démission et le renoncement, oui. Alors, il est face à l'histoire, soit il continue à suivre sa majorité, à continuer à ne pas connaître, en fait, il ne connaît pas, à mon avis, ce qui se passe dans nos banlieues, puisque rien n'est fait depuis qu'il est élu. C'est exactement comme sous Hollande. Les yeux dans les yeux, vous lui dites quoi ce matin au président de la République? Je lui dis, il a tout l'arsenal, notamment l'article 16. S'il voulait expulser 10 000 personnes de France, il pourrait le faire. Il y a un article 16 dans la Constitution. Donc la question majeure, la question est de savoir si les Français comprennent qu'on est en état de guerre face à un ennemi sournois implanté sur notre territoire, et si on s'attaque à cet ennemi ou pas, ou on se laisse égorger au fur et à mesure du temps. C'est une question majeure. Je ne dis pas que c'est facile, mais je dis que le consensus national que le président de la République demande, ce doit être un consensus sur l'action, pas sur le commentaire, comme sous François Hollande et comme sous sa présidence depuis qu'il est élu. Nicolas Dupont-Aignan, question de Michaël Darmon. On entend vos mots extrêmement forts et puissants, mais vous êtes aussi un élu local. Vous savez très bien que ce ne sont que des mots. Il faut 7 ans pour construire une prison. Vous plaisantez, il y a des casernes vides dans notre pays. 5 ans à 7 ans pour construire des prisons qui soient dignes de ce nom. Mais dignes de ce nom, ça veut dire quoi? D'abord, un, qui puisse répondre aux questions de sécurité que vous évoquez. 2, qui soit digne de ce nom. Pourquoi vous utilisez au fond ce langage alors que vous savez pertinemment que la politique publique ne peut pas être appliquée aussi rapidement que vous le dites? C'est faux. C'est faux, ça c'est le prétexte à l'inaction. Ou c'est pas plutôt pour vous le prétexte à récupérer des électeurs de Marine Le Pen et tous ceux qui vous manquent? Écoutez, il y a des casernes vides dans notre pays. C'est quoi cette espèce d'impuissance quand il c'est s'agit tout simplement essayer de construire une prison. Ça dure 5 ans. Il suffit de les remplir. Et vous savez que, par exemple, le président de la République... Des camps, quoi. Je vais vous donner un exemple. Vous préférez des camps ou des prisons? Oh, arrêtez. Non, je pose la question parce que je voudrais comprendre. Arrêtez des centres de détention. Mais regardez, il y a la prison en Haute-Marne qui a été fermée, qui était vide, haute sécurité, parce que l'administration pénitentiaire trouvait qu'elle avait mauvaise réputation. Une des prisons les plus sûres de France, elle est vide. Alors arrêtez avec ce discours. C'est un discours qui prétexte à l'inaction. C'est du questionnement, oui, parce que c'est un prétexte à l'inaction. Vous êtes également un responsable politique. Oui, et vous je sais très bien que les petits également trafiquants de drogue dans ma cité sont relâchés par une justice inconsciente. Je sais très bien aussi qu'il y a des salafistes qui prêchent dans nos cités en permanence. Est-ce que le salafisme est un délit? C'est pas moi qui l'ai dit. Monsieur Regardez Dupont-Aignan, l'article du Monde, le journal Le Monde. Non, mais je voudrais comprendre. Vous lisez Le Monde, non, mais... ce journal qui est-ce que vous est pouvez répondre à la renoncement question dans et notre ne pas pays. être sur votre lancée, s'il vous plaît? Écoutez la question. S'il vous plaît, est-ce que pour vous le salafisme est un délit? Pour moi, il faut en faire un délit, c'est-à-dire qu'il faut l'expulser de France. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'avoir une religion et poursuivre le rite salafiste est un délit? C'est le débat que nous devons avoir. Je suis partisan de l'interdiction des frères musulmans et du salafisme en France. Madame Kosciusko-Morizet, qui n'est pas suspecte, le demandait également. Le demandait également. Pourquoi des pays arabes l'ont interdit, à votre avis? Pourquoi la Tunisie? Pourquoi les pays luttent? Parce que ce sont des guerres de courants musulmans à l'intérieur de l'islam. Parce qu'ils alimentent la haine et le terrorisme. Mais peut-être faudra-t-il aussi renoncer au petit voyage au Qatar d'une grande partie de notre personnel politique et de nos hommes d'affaires français. Est-ce qu'il faut dissoudre l'association d'amitié? Grassement payées là-bas. Pardonnez-moi, est-ce qu'il faut dissoudre l'association d'amitié France-Qatar des parlementaires
qui vont beaucoup plus souvent que les journalistes. Il faut peut-être pas la dissoudre, il faut simplement dire au Qatar, maintenant ça suffit. D'ailleurs, je vois que Abu Dhabi a rompu les relations avec le Qatar, qui est pourtant à quelques dizaines de kilomètres, et que nous avons un tapis rouge. Donc je demande simplement une cohérence. Je demande qu'un jour, les Français, les hommes politiques, la classe médiatique, qui serine cette petite musique du renoncement en permanence, disent aux Français, oui, on va se défendre. Parce que moi, j'ai pas envie de voir mon pays égorgé sans rien dire, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il y a toutes les réponses. Ça ne veut pas dire, et je l'ai dit, monsieur Darmon, qu'on pourra empêcher tout attentat. Simplement, il faut gagner cette guerre. Il ne faut pas la perdre. Nicolas Dupont-Aignan ce matin sur Sud Radio. Et question d'un auditeur, d'une auditrice, me semble-t-il. C'est Nicole qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Nicole. Bonjour à vous tous et bonne journée parce que pour l'instant c'est un peu gris chez moi. Oui. Alors vous êtes où? Au sud de Saint-Gaudens. Alors, posez votre question, hein. Nicolas Dupont-Aignan vous écoute. Figurez-vous que M. Dupont-Aignan n'est pas du tout ma tasse de thé, politiquement parlant. D'une part. Mais je reconnais qu'il ne dit pas que des ânneries. Hein. Bon, votre question. Il y a des fois, j'adhère. Par contre, moi, ce que je lui reproche, c'est son attitude avec cette alliance avec le FN au moment des présidentielles. Parce qu'il faut quand même... je sais pas moi, pour moi il est en disgrâce ce monsieur, vous voyez, par rapport à son attitude. Parce que... Attendez, mais il va vous répondre parce que Nicole, si vous faites un commentaire, il n'y aura pas de question. Hein. Donc Nicolas Dupont-Aignan, sur votre alliance avec le Front National, vous en êtes où d'ailleurs? C'est très intéressant le terme de madame, et je la remercie. En disgrâce. Parce qu'en France, il y a une pensée unique. J'ai fait mon choix au second tour comme 10 500 000 électeurs. Voilà. Et candidat à la présidentielle au premier tour, j'estimais que je devais choisir. Et j'ai choisi en connaissance de cause. Pour autant, on a fait croire que j'allais devenir Front National. Je reste indépendant. J'ai été réélu dans ma circonscription alors que toute la presse pensait que j'allais être battu. Mon mouvement ne s'est jamais aussi bien porté. À Debout la France, nous sommes le seul parti d'opposition à M. Macron à progresser. Et nous travaillons à un patriotisme républicain ferme et juste. Voilà. Et je ne change pas d'attitude. Mais je prends mes responsabilités avec une classe politique qui est lâche la plupart du temps. Merci Nicolas Dupont-Aignan, président.